Pourquoi ce sont les petits pays comme le Salvador qui adoptent le Bitcoin et pas d'autres gros pays comme la France ou les États-Unis qui sont par exemple beaucoup plus développés? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Je suppose que tu ne l'as pas loupé, mais le Salvador a adopté le Bitcoin. Une question qu'on pourrait se poser suite à ça, c'est pourquoi est-ce que ça arrive forcément dans des pays comme ça plutôt que dans des pays comme la France ou les États-Unis? Peut-être que tu t'es posé cette question, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant toute chose, comme d'habitude, je tiens à te préciser que si jamais la vidéo te plaît, n'hésite pas à me mettre un petit like et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci infiniment à tous ceux qui le font, ça me fait extrêmement plaisir. Alors pour répondre à cette question, il faut bien comprendre une chose. Les petits pays comme ça qui sont en voie de développement ou qui sont très peu développés rencontrent des problématiques que nous n'avons pas en France ou dans d'autres pays plus développés. Ou alors on les rencontre très peu. Et ce sont ces problématiques-là d'ailleurs qui ont poussé les habitants de certains pays à se tourner vers le Bitcoin. Et il y a d'autres problématiques également qui ont poussé carrément les gouvernements à se tourner vers le Bitcoin. Pour les habitants de ces pays-là, le Bitcoin répond déjà à trois grosses problématiques. On va en donner trois, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres. Mais tu verras qu'après ces trois-là, déjà tu comprendras beaucoup de choses. Une des premières problématiques, c'est que dans ces pays-là, il y a très peu de personnes qui sont bancarisées. Alors avec nos petits yeux de français, quand on parle de débancarisation, on se dit bon, c'est vrai que ça doit être pénible, mais on se rend vraiment pas compte à quel point c'est pénible. Et je peux te le dire parce que je l'ai observé il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais je vis en Amérique latine, plus précisément en Colombie, et dans ce pays, il y a déjà pas mal de personnes qui sont non bancarisés. J'ai moi-même dans ma famille, du côté de ma femme, des personnes qui n'ont pas de compte bancaire. Donc ces personnes-là, elles touchent leur salaire du coup en espèces. Alors pour aller faire les courses, tu te diras, ça change pas grand-chose parce que tu as juste à sortir ta liasse de billets pour payer tes courses. Mais pour ce qui est de payer tes factures, payer ton loyer, payer, je sais pas moi, ta facture d'internet, d'électricité, à chaque fois, pour chaque facture, il va falloir se déplacer physiquement pour aller régler ça. Et le gros problème avec tout ça, c'est que ça prend du temps. En plus de ça, les habitants en général, ils n'ont pas de voiture, donc ils vont devoir prendre les transports en commun, voire carrément y aller à pied. Donc ça va demander encore plus de temps. Des fois, il va falloir faire la queue assez longtemps en plus de ça pour pouvoir payer ta facture. Et comme si ça suffisait pas, généralement, dans les pays comme ça, les gens travaillent beaucoup plus qu'en France. En France, on a les joyeuses 35 heures, mais dans ces pays-là, genre par exemple en Colombie, c'est 48 heures par semaine avec seulement un jour de repos. Donc tu as moins de disponibilité, mais tu dois passer beaucoup plus de temps pour aller payer tes factures. Alors une question qu'on peut logiquement se poser, c'est mais pourquoi est-ce qu'ils n'ouvrent pas de compte bancaire? La réponse est toute simple en fait, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas les moyens. Une banque, ça coûte beaucoup trop cher pour eux, donc du coup, ils sont sans banque. En plus de ça, il faut quand même comprendre une chose, c'est qu'il y a beaucoup de commerces qui n'acceptent pas la carte bancaire. Un exemple tout bête, je suis allé l'autre jour chez le coiffeur pour me couper les cheveux, le coiffeur n'acceptait pas la carte bancaire, il a fallu que je paye en espèces. Bien entendu, si tu vas dans des zones touristiques ou alors dans des grandes villes, tu auras beaucoup plus de chances d'avoir le paiement par carte accepté, mais dès que tu vas aller dans des zones campagnardes, rurales, ou que tu vas aller dans des petits villages ou même des moyennes villes au final, tu vas avoir beaucoup plus de commerces qui n'accepteront pas la carte. Donc il faut vraiment comprendre que avoir un compte bancaire dans ces pays-là, c'est vraiment un petit luxe, c'est vraiment un must-have que tout le monde ne peut pas se permettre. Et encore là, je t'ai pris l'exemple de la Colombie parce que c'est là où je vis et c'est quelque chose que j'observe. Mais il faut prendre en compte aussi que la Colombie reste quand même plus riche que le Salvador par exemple. Donc avec ce problème-là, déjà tu comprends pourquoi le Bitcoin est si intéressant. Parce que le Bitcoin, il faut bien comprendre une chose, c'est que ce n'est pas qu'une monnaie, c'est aussi un moyen de paiement, c'est un système de paiement et tu n'as pas besoin d'ouvrir un compte bancaire pour avoir un wallet Bitcoin. Ça s'ouvre très facilement, gratuitement. Et en plus de ça, les transferts Bitcoin, mine de rien, c'est sans frais, surtout avec le Lightning Network maintenant qui est arrivé. D'ailleurs, je t'invite vraiment à aller te renseigner là-dessus si tu ne connais pas, si tu ne sais pas ce qu'est le Lightning Network, parce que tu verras que ça risque d'apporter énormément de choses dans le futur. Alors si jamais tu veux en apprendre plus sur le Lightning Network de Bitcoin, je te mets la chaîne de Fanis Michalakis en description. Donc il a fait 12 vidéos sur le Lightning Network directement. Tu verras, ces vidéos, elles expliquent super bien comment ça fonctionne. Pour cette vidéo, on va juste se contenter de dire que le Lightning Network, c'est une seconde couche du réseau Bitcoin. Alors tu as le réseau principal Bitcoin où vont s'effectuer normalement toutes les transactions, sauf que cette fois-ci, on va mettre une seconde couche. Donc là, ça sera le Lightning Network où vont s'effectuer des transactions. Et le but, c'est de ne pas engorger le réseau principal en effectuant toutes les transactions dans le Lightning Network. L'intérêt dans tout ça, du coup, c'est comme on n'engorge pas le réseau principal, on va avoir des transactions beaucoup plus rapides
et en plus de ça, on va avoir des frais réduits. Encore une fois, j'ai vraiment simplifié la chose, je t'invite vraiment à aller te renseigner là-dessus. Mais dis-toi que le Lightning Network, du coup, qui est très utilisé au passage au Salvador, apporte vraiment des solutions très importantes pour le Bitcoin et donc du coup pour en faire par exemple un moyen de paiement qui pourrait remplacer potentiellement un système bancaire. Une deuxième problématique également à laquelle répond le Bitcoin, c'est le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont quitter leur pays pour aller vivre dans un pays plus riche, donc par exemple les États-Unis, afin d'avoir un meilleur niveau de vie. Et pourquoi pas aussi envoyer bien souvent de l'argent à leur famille qui est restée au pays. Le problème dans tout ça, c'est qu'en fait, quand tu veux faire des virements à l'international, tu dois passer par un intermédiaire qui va te prendre beaucoup de frais. Ça, généralement, on le voit pas trop, encore une fois, dans la zone euro parce que c'est très pratique, il n'y a pas de frais avec les virements SEPA, mais dès que tu vas faire des virements hors zone euro, là, ça va être beaucoup plus compliqué, il va falloir, encore une fois, passer par un intermédiaire. Et le problème, c'est que ces intermédiaires, donc ça peut être ta banque, un des plus connus c'est Western Union, ils vont te prendre pas mal de frais. Et en plus de ça, ça va prendre quand même plusieurs jours pour faire un virement. Je suppose que tu vas comprendre pourquoi le Bitcoin est intéressant dans ce cas de figure, encore plus, encore une fois, avec le Lightning Network. Tu vas pouvoir faire tout simplement des transactions d'un pays à un autre sans avoir forcément plus de frais et en plus de ça, assez rapidement. Et c'est ça qu'il y a de vraiment cool avec le Bitcoin, hein, que la personne soit 1 mètre de toi, 10 mètres ou à l'autre bout du monde, ça va pas changer tes frais. Et le troisième problème auquel répond Bitcoin pour ces populations-là, c'est également que ça découvre de l'inflation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans beaucoup de ces pays-là, l'inflation est bien plus grande, par exemple, que dans des pays comme, encore une fois, les États-Unis ou la zone euro. Je suis sûr, par exemple, que tu as déjà entendu parler du Venezuela ou de l'Argentine. Ben ça, typiquement, c'est des pays où c'est très compliqué d'épargner de l'argent. C'est même quasiment impossible parce que imaginons que tu veux épargner de l'argent, par exemple, pour partir en vacances dans un an. Si tu te mets à épargner ton argent, c'est-à-dire que tu mets tes billets sous ton matelas ou si tu as la chance d'avoir un compte bancaire et que tu mets ça sur ton compte en banque, et bien à ce moment-là, dans un an, ton argent vaudra peut-être 50% de moins. Et donc du coup, ça devient quasiment impossible d'épargner. Et le fait de ne pas pouvoir épargner, ça veut dire tout simplement que tu ne peux pas te projeter sur le futur. Ça veut dire aussi également que c'est plus rentable de dépenser ton argent dès que tu l'as. Et donc là également, ça devient très compliqué. Bien entendu, il y a des façons différentes de la crypto de se protéger de l'inflation, mais il faut bien comprendre que le Bitcoin, ça reste quand même un moyen qui est très simple et très abordable. Donc voilà pour ces 3 raisons. Alors je suppose qu'il y a d'autres raisons, mais celles-ci vont largement suffire à appuyer mes propos. Là où je veux en venir en fait, c'est qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que le Bitcoin a été adopté dans ces pays-là naturellement par les populations parce qu'il répondait à des problématiques. Une autre chose qui est importante à prendre en compte également, c'est que pour ces populations-là, le Bitcoin, c'est un outil qui permet d'épargner et de s'échanger de la valeur. Et maintenant, si tu compares avec des pays plus développés comme la France, les États-Unis ou d'autres pays plus développés, tu te rendras bien compte que le Bitcoin ne répond pas à des problématiques comme ça vu qu'on ne les rencontre pas. Et donc du coup, par exemple, pour un Français lambda, en général, le Bitcoin, ça va plus être un outil spéculatif qu'autre chose. Bien entendu, il y a toujours des gens qui investissent parce qu'ils pensent que le Bitcoin va vraiment apporter quelque chose, parce qu'ils croient en la technologie. Mais généralement, c'est beaucoup plus des gens qui investissent pour spéculer parce que le Bitcoin, c'est le dernier truc à la mode pour gagner de l'argent. Alors j'ai un très bon exemple pour illustrer ça. Tu as juste à aller sur Facebook par exemple ou d'autres réseaux sociaux. Tu verras, il y aura des personnes qui vont poser des questions pour savoir comment envoyer du Bitcoin d'un point A à un point B. Et généralement, ces personnes-là, hein, si elles ont investi sur le Bitcoin, c'est pas parce qu'elles étaient passionnées par la technologie, parce qu'elles ne savent même pas comment ça fonctionne. Elles ont investi dessus parce que c'est un truc qui fait gagner pas mal d'argent en ce moment. Et si tu compares maintenant avec quelqu'un, par exemple, qui vit au Salvador, bah là, le Salvadorien, lui, il va carrément savoir se servir du Bitcoin les yeux fermés. Il va t'envoyer du Bitcoin d'une adresse A à une adresse B. Alors oui, maintenant, ils ont adopté le Bitcoin, donc forcément, ils doivent apprendre à s'en servir. Mais avant ça, il y avait quand même beaucoup de personnes qui se servaient du Bitcoin. D'ailleurs, je t'invite vraiment à aller lire un excellent article qui a été traduit sur bitcoin.fr. Et si tu as la flemme de lire cet article parce qu'il est très long, il y a le Grand Angle, donc la chaîne du Grand Angle, qui a proposé une version audio. Franchement, je te recommande vraiment d'aller écouter cet article. Ça parle de l'adoption du Bitcoin au Salvador. C'est hyper intéressant. Mais pour y revenir à notre petite histoire, s'il y a une chose que je voudrais bien que tu retiennes, c'est que les populations françaises, par exemple, ou des États-Unis, et les populations, par exemple, du Salvador, n'ont pas du tout la même utilisation du Bitcoin. Ils n'ont pas du tout la même vision dessus. L'un va considérer le Bitcoin comme un moyen d'épargner et d'échanger de la valeur, et l'autre plus comme un outil spéculatif.
Donc forcément, aux yeux des politiques et aux yeux des gouvernements, cette vision va s'appliquer également. Comme je te l'ai dit également, le Bitcoin va aussi répondre à certaines problématiques pour certains pays. Une des plus grosses problématiques, c'est une histoire de souveraineté monétaire. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut bien comprendre que la souveraineté monétaire pour un État, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est vraiment un immense pouvoir. Et pour comprendre ça, tu as juste à écouter les propos de Jerome Powell, donc le président de la Banque centrale américaine, ou de Christine Lagarde, donc c'est la présidente de la Banque centrale européenne, pour comprendre qu'ils sont fondamentalement anti-Bitcoin. Eux, ce qu'ils veulent garder, c'est le monopole sur leur monnaie. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le dollar et l'euro, pour eux, c'est leur gagne-pain. Il est absolument hors de question de considérer le Bitcoin comme une monnaie. Parce que reconnaître le Bitcoin comme une monnaie, ça serait admettre que le Bitcoin concurrence ces deux monnaies. Donc ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que quand Christine Lagarde parle mal du Bitcoin, c'est pas qu'elle n'y comprend rien. Au contraire, c'est juste qu'elle choisit son camp et elle défend son camp. Alors maintenant, une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le Salvador a adopté le Bitcoin? Bah oui, parce qu'en faisant ça, il va forcément perdre sa souveraineté monétaire. En fait, déjà, il faut comprendre une chose, c'est que le Salvador n'avait plus de souveraineté monétaire depuis un bon moment. Le Salvador fonctionnait avec le dollar. Et ça, c'était un énorme problème pour le Salvador parce que ça voulait dire qu'ils étaient très dépendants des États-Unis. Ils étaient dépendants des politiques monétaires et tout simplement des accords avec les États-Unis. Ça, c'est comme s'ils avaient un pistolet sur la tempe en permanence. Donc forcément, pour eux, adopter le Bitcoin, c'était beaucoup plus intéressant. Alors certes, avec le Bitcoin, ils n'ont pas le contrôle à proprement parler sur leur monnaie, mais déjà, ils prennent leur indépendance par rapport aux États-Unis. Et ça, c'est déjà quelque chose d'énorme. Et d'ailleurs, tu as un excellent exemple pour illustrer ça, c'est l'exemple de Cuba. Ils ont des problèmes avec les États-Unis, donc du coup, ils s'émancipent tout simplement en légalisant les crypto-monnaies. Et enfin, un dernier point, et ça, c'est pas une problématique à laquelle va répondre Bitcoin à proprement parler, mais disons que les pays comme le Salvador, par exemple, Cuba ou même le Panama qui commencent vraiment à s'intéresser aux cryptos, en fait, en se positionnant comme ça, en légalisant les crypto-monnaies en premier, ils se positionnent tout simplement en tant que early adopter du côté des États au niveau de la crypto. Et ça, c'est pas pour rien, c'est tout simplement pour faire un pari sur l'avenir. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ces pays-là, c'est vraiment des petits pays avec peu de ressources, donc du coup, ils n'ont pas beaucoup de chance pour rayonner à l'international. Donc la moindre petite occasion, ils vont la saisir. Alors le Panama, il illustre ça assez bien, c'est un paradis fiscal. Et quand tu regardes les paradis fiscaux, en général, ils n'ont pas beaucoup d'avantages, hormis le fait qu'ils aient une faible fiscalité. Par exemple, un des paradis fiscaux qu'on entend le plus parler pour la crypto, c'est Malte. Et si tu regardes Malte, en fait, c'est juste une île où il n'y a pas grand-chose dessus. Et la seule chose qui est intéressante, c'est la fiscalité. D'ailleurs, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui vont sur Malte et qui partent assez rapidement parce qu'ils s'ennuient, il n'y a rien à faire là-bas. Donc c'est pour ça que dans les pays comme ça, où il n'y a pas grand-chose, on essaye plutôt d'avoir une fiscalité attirante pour attirer les capitaux. Et du coup, c'est le même principe pour la crypto. En légalisant les crypto-monnaies, ils se positionnent du coup pour être attirants pour les investisseurs crypto. Et il faut bien comprendre que pour eux, c'est vraiment un pari sur l'avenir. Si ça marche, tant mieux parce que vraiment, ils vont prendre de l'avance sur plein de pays, et si ça marche pas, ils n'ont pas grand chose à perdre. Voilà les raisons pour lesquelles je pense que ces pays-là s'intéressent principalement au Bitcoin. Donc il y a plusieurs raisons, tu les as vues. Personnellement, je ne pense pas qu'on va voir demain une adoption du Bitcoin de la France, ni par exemple des autres pays plus développés. Pour ça, il faudrait vraiment qu'on ait une situation assez catastrophique qui fasse passer le Bitcoin du côté utilitaire, c'est-à-dire qu'on utilise vraiment le Bitcoin et qu'on ne fasse pas que spéculer dessus. Là, peut-être que le Bitcoin, du coup, passera très rapidement en solution idéale. Mais pour le moment, c'est pas du tout le cas et pour le moment, à mon avis, les réglementations vont plutôt se durcir par rapport aux crypto-monnaies dans les zones européennes ou par exemple dans les zones américaines. Si tu as des choses à ajouter ou à redire, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et aussi, si jamais tu as aimé ce format qui est un petit peu nouveau où je parle un petit peu d'actualité, n'hésite pas à me le mettre en commentaire également parce que j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Moi personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce format-là. Si jamais aussi tu débutes en crypto-monnaie et que tu ne sais pas par où commencer, n'hésite pas à regarder en description de cette vidéo. J'ai plusieurs playlists, dont une par exemple pour bien t'aider à débuter en crypto. Tu as par exemple une playlist sur la fiscalité, bref, tu as plusieurs playlists, je te laisse aller les voir. Et enfin, si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci infiniment, ça me fait encore une fois extrêmement plaisir et c'est surtout que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnées. Donc vraiment, n'hésite pas à t'abonner, ça fait extrêmement plaisir encore une fois. Je te dis à la prochaine, ciao!